Bien le bonsoir. Dans l'actualité, cette collision meurtrière entre un camion et un taxi urbain 7 places. 6 morts, un blessé. Le véhicule de transport s'est littéralement retrouvé sous le camion, comme vous pouvez le voir sur ces images. 14 ans, moins de 14 ans à voie rouge. Les travailleurs des bus Tata le matérialisent avec des brassards. Ils s'insurgent contre plus d'une décennie sans contrat. Dans le Ndoukoumane, le bétail reprend petit à petit du poil de la bête. La faim a décimé une bonne partie du cheptel. Fort heureusement, le ciel est devenu un peu plus clément par rapport au début de l'hivernage. Nous irons à Kaffrine au cours de cette édition. Dakar, l'évasion des panneaux publicitaires aux abords des routes, au-delà même du volet réglementaire complètement foulé aux pieds. Ces supports de réclame constituent par endroits un réel danger. L'enquête de Matarguer et Barresso en fin d'édition. L'invité du lundi dans nos murs, Dr Oumar Ba, il est le coordonnateur du PNLT, le programme national de lutte contre le tabac. Nous le retrouvons tout à l'heure dans la salle de rédaction. Nous parlerons entre autres de l'intérêt du nouveau pictogramme sur les paquets de cigarettes et de la campagne qui va avec. Bienvenue à tous. Dans un instant, nous développons tout cela. Cet accident spectaculaire à l'origine de 6 décès et d'un blessé évacué à l'hôpital de Ziguinchor. Un drame qui s'est produit sur l'axe Oussouye et Ziguinchor. Tôt ce matin, les images choquent. La collision entre un camion et un véhicule de transport 7 places les a littéralement superposés. C'est à hauteur de la commune de Niassia, sur la route de Cap Skirring. Image assez choquante sur ces images. Les bus Tata décrètent une semaine rouge. Le mouvement qui a démarré ce lundi s'insurge contre des conditions de travail peu enviables. 14 ans, 14 années sans contrat par exemple. La direction rassure et étale une série de promesses. Augustin Mandang et Youssouf Konté. Ils n'en peuvent plus. Ils sont arrivés à bout. Ces travailleurs des bus Tata ont ressorti les brassards rouges symbolisant la colère. Ils exposent leur situation marquée par la précarité. Sur les conditions des travailleurs de l'AFTU, qui sont restés 14 ans sans pour autant avoir de contrat, 14 ans sans prendre de congé, 14 ans où ils travaillent de 16 heures de temps par jour. C'est inadmissible dans un état de droit. À la limite, on est considéré comme des esclaves dans notre propre pays. Et l'État du Sénégal laisse faire ses opérateurs sans pour autant lever le petit doigt. Des contrats en uniforme, des contrats et des caisses de sécurité sociale et des IPM. C'est ce que nous voulons tout seulement. Travailler en toute légalité. Si aucune mesure n'est prise, d'ici une semaine, ils vont passer à la vitesse supérieure dans la lutte. Le 4 septembre, nous avons prévu un sitting ici au niveau de Petersen et nous allons déposer notre cahier de doléances au niveau du ministre. S'il n'y a pas d'écho favorable, en ce moment, nous allons paralyser le système. En 48 heures, nous allons paralyser le système du transport. Le président de l'Association du financement des professionnels du transport urbain invite ses travailleurs à se ressaisir. Il note que les conditions de travail sont en voie d'amélioration. Mais ils n'ont qu'à faire doucement. Nous sommes en train de travailler sur leur sort depuis belle lurette. Il y en a même certains qui ont déjà acquis leur contrat en bonne et due forme. Et qu'on a ajouté les salaires de certains. Donc ce problème est le nôtre. Il faut qu'il soit compréhensif en retour. Il faut signaler que ce ne sont pas tous les travailleurs d'AFTU qui sont concernés par le mouvement d'humeur. Guédiawaye, 25 morts par noyade dans l'espace de 2 mois seulement. Et puis les corps des différentes victimes sont repêchés paradoxalement sur des plages interdites. La surveillance timide ou encore inexistante, suspectée dans cette série macabre. Cherou Gaye et Oumar Khan nous en parlent dans quelques instants.
Kaffrine, le cheptel victime collatérale du retard des pluies. Plusieurs cas de mort ont été enregistrés. Hormis la rareté du pâturage, l'absence de services vétérinaires a pu enfoncer le clou et ajouter le coût de l'aliment de bétail jugé peu abordable. Augustin Mandang, Babacar Touré, reportage. À plus de 250 km de Dakar, dans le centre du pays, Kaffrine. Ici, le manque d'herbes de pâturage à cause du retard des pluies a engendré des conséquences pour le moins fâcheuses sur le bétail. Tout le bétail était fatigué. La pluie n'est pas venue à temps. L'herbe de pâturage a manqué. Aussi, l'aliment de bétail était introuvable. Vous avez vu cette vache? Je l'aide tous les jours à se relever. Des cas de mort, les éleveurs disent en avoir enregistré plusieurs. Certains affirment même avoir perdu une partie de leur troupeau. Les animaux sont très fatigués. Plusieurs sont morts. Moi, j'ai perdu 30 vaches. J'ai perdu entre 4 et 5 bêtes, des vaches, des chèvres et même des ânes. Dans cette contrée du Ndoukoumane, l'élevage constitue un secteur très dynamique, voire vital. Voilà pourquoi l'affaiblissement du cheptel, notamment les vaches, se fait sentir dans le quotidien des populations. Nous vivons grâce au commerce du lait de vache. Aujourd'hui, on ne peut plus en avoir parce que les vaches ont faim. Vraiment, nous sommes fatigués. Face à la faim qui décime leurs bêtes, les éleveurs du département de Kaffrine dénoncent la cherté, mais aussi l'inaccessibilité de l'aliment de bétail. L'aliment de bétail est trop cher. Et quand nous formulons la demande, ça vient tardivement. C'est cher et inaccessible pour nous. Sur cette question, le service départemental de l'élevage apporte des précisions. L'État a subventionné 405 tonnes d'aliments bétail pour venir en appui aux éleveurs dans la période de soudure. Et ces 405 tonnes d'aliments de bétail ont été distribuées dans tout le département et au prix de 5 200 francs le sac. Aussi, les éleveurs décrivent l'indisponibilité du service public vétérinaire. Les vétérinaires sont inaccessibles. On devrait nous former pour nous permettre d'aider nos bêtes nous-mêmes. L'État doit nous appuyer. Presque tous nos animaux sont morts. En réponse, la responsable de l'élevage précise. Le département est suffisamment bien couvert parce que dans chaque commune, il y a un agent responsable. Donc c'est assez bien couvert en matière d'agents techniques d'élevage. Et on a une seule commune qui n'est pas couverte. Pour cette commune, l'intérim est assuré par le service départemental de l'élevage. C'est mon agent qui couvre la zone qui n'est pas couverte. Donc à chaque fois que nous recevons des demandes vraiment, à chaque fois qu'on a une alerte, on descend sur le terrain pour voir ce qui se passe. La situation était certes compliquée, mais avec les pluies enregistrées ces derniers temps, l'espoir commence à renaître chez les éleveurs. Les animaux qui ont échappé aux affres de la faim profitent bien de la verdure pour se requinquer et reprendre du poil de la bête. Banlieue de Dakar, la hausse de 25 francs CFA sur le prix du sucre en poudre. La pire spéculation et de surcroît unilatérale. Dénonciation du chef du service régional du commerce de Dakar, Oumar Diallo, qui annonce des mesures pour justement remettre les choses à l'endroit. Il s'est exprimé sur e-radio. Si on constate une hausse de 25 francs sur le marché, c'est de la pure spéculation et c'est des velléités de spéculation. Maintenant, depuis une semaine, la compagnie sucrière, qui est aujourd'hui le principal fournisseur de sucre sur le marché, a changé son mode de facturation et son système de livraison. D'habitude, la facturation et la livraison se faisaient à Richard Toll, et que depuis une semaine maintenant, ils ont transféré ces activités ici au niveau de Dakar. Alors, ce qui a fini de procéder à un chamboulement dans les commandes qui ont été faites par les commerçants. Maintenant, le problème,
c'est que vu la lenteur des livraisons au niveau des magasins de la SDV, il s'en est trouvé que les stocks se sont raréfiés au niveau du commerce du détail. Et comme les stocks se sont raréfiés, la denrée est devenue pratiquement invisible. Nous avons déjà pris 2 mesures. La première mesure, c'est au niveau directionnel. La direction du commerce intérieur s'active avec la direction de la compagnie sucrière pour faciliter les modalités de livraison au niveau de Dakar et accélérer aussi la cadence de livraison. La deuxième mesure que nous avons prise, c'est d'investir pratiquement tous les quartiers de Dakar pour veiller à ce que les prix du sucre n'augmentent pas. Parce que c'est des spéculations encore une fois, mais vous conviendrez avec nous qu'on ne puisse pas mailler toute la circonscription géographique parce que pratiquement les marchés et les boutiques sont extrêmement nombreuses. Mais quand cela ne tient, nous sommes en train de nous activer pour surveiller le marché. Je vous le disais tantôt à Guédiawaye, en l'espace de 2 mois seulement, au moins 25 personnes ont perdu la vie sur les plages, les corps des différentes victimes repêchées, paradoxalement sur des plages interdites, une aberration qui s'explique car la surveillance est assez timide ou même parfois inexistante. Cheikh Gueye et Oumar Kane étaient à la plage. Une plage interdite à la baignade, pas l'ombre d'un agent de surveillance, seul un tableau, rien de plus. Selon ce riverain, la surveillance est très timide. Mais du donne tout le temps quoi, mais des fois nga ñëw di sangu gaay ñëw mbip xam nga ne génn leen géej gi mais il y a des agents qui viennent pour surveiller la plage, mais ils ne viennent pas tout le temps. Et s'ils viennent, les gens ne respectent pas trop les instructions qu'ils donnent. Il suffit qu'ils se retournent sur leur pas et que les gens continuent à se baigner sur la plage. Les jeunes sont ici jusqu'à presque 22 heures, à des heures tardives de la nuit. La surveillance manque vraiment. ñoo ngi def seen liggéey gaa mais nekkul tout le temps quoi vraiment nekkul tout le temps la ñuy ñëw di contrôler wax dëgg fa yàlla. Malgré son interdiction, cette plage reste très fréquentée, aussi bien le jour que la nuit. Plage bu ñu interdit la mais teewul. Malgré que ce soit une plage interdite, les jeunes viennent ici pour se baigner tout le temps. Ce sont surtout des élèves, c'est à cause des vacances et de l'été. Le gouverneur de Dakar évoque un manque d'effectifs. Pour lui, il faut renforcer la sensibilisation. Donc, avec les sapeurs, nous avons établi un programme global d'action, d'intervention et de couverture des plages. Mais vous nous direz toujours que le problème de sous-effectif jouant, il est pratiquement impossible de couvrir 24 heures sur 24 l'ensemble, la totalité des plages. Donc voilà, c'est pas possible. Mais quand même, le travail de communication se fait et la présence des sapeurs-pompiers dans les zones les plus sensibles également est effective. Voilà, le reste, c'est un travail dans les quartiers, c'est un travail au sein des familles, c'est un travail également des journalistes, donc des médias, des techniciens de l'information et de la communication. 25 cas de noyade ont été enregistrés à la plage de Guédiawaye en l'espace de 2 mois. Des cas qui auraient pu être évités si les interdictions de baignade avaient été respectées et la surveillance renforcée. L'affaire des 94 milliards de francs CFA, Mamour Diallo rend l'appareil à Ousmane Sonko. L'avocat de l'ex-directeur des domaines annonce une plainte contre le leader de PASTEF, maître El Hadji Diouf, qui dément les accusations et apporte des précisions. Il était en conférence de presse cet après-midi. Ses propos sont recueillis par Cheikh Sall. Ça, c'est le contrat signé le 7 août 2018. Le 7 août 2018, cabinet Atlas, les représentants des héritiers Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massène Sarr, Salih Ndiaye, Ibrahim Samb. Ces gens n'ont jamais porté plainte parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu ces 94 milliards-là. C'est de l'argent. J'ai suivi dans la presse des gens, malheureusement, qui ne comprennent rien, disent que oui. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas et ensuite on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Il y a des gens trop limités. Les 94 milliards existent,
Et on réclame 12% des 94 milliards, ce qui fait 11 milliards. Nous sommes au mois d'août 2018, à 5 mois de la présidentielle, de la campagne électorale. Monsieur Mamour Diallo, après les conclusions de la commission d'enquête parlementaire, après la plénière qui va bientôt se tenir, m'a chargé de déposer une plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, calomnie, dénigrement systématique contre le sieur Ousmane Sonko. La grâce présidentielle, sa place dans une démocratie, la problématique soulevée suite à un entretien que le président de la République ce week-end a accordé à Radio France Internationale et RFI en marge du sommet du G7 qui s'est tenu à Biarritz. Interpellé sur le cas de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, Macky Sall répond, je cite, « Je ne peux pas discuter de ce qui se dit dans la presse par rapport à la grâce. Le jour où j'en aurai la volonté ou le désir, je le ferai comme j'ai eu à le faire. » Réponse tournée dans tous les sens. Question, la grâce a-t-elle encore sa place au Sénégal? Moustapha Gabar Diop s'est entretenu avec un spécialiste du droit. Voici le compte-rendu d'entretien. Prévu par l'article 47 de la Constitution, la grâce est une prérogative du chef de l'État qui permet de dispenser un condamné de l'exécution de sa peine. Mais quelle est son origine? Le droit de grâce était un privilège des rois de France sous la monarchie de droit divin. Quand la Révolution éclata en France, la Révolution a jugé utile de supprimer ce droit de grâce comme une survivance de la royauté. Plus tard, avec le consulat Napoléon III, ce droit de grâce a été rétabli. Le Sénégal, qui est une sorte de jardin d'acclimatation des institutions françaises, a repris ce droit de grâce dans sa constitution en son article 47. Le président de la République a ce privilège exclusif de gracier les condamnés des juridictions sénégalaises. Interrogé par un journaliste de la RFI sur une possible grâce de Khalifa Sall, le président Macky Sall a répondu qu'elle interviendra le jour où il en aura la volonté ou le désir. Une réponse qui a suscité de nombreuses réactions des partisans de l'ancien maire de Dakar. Quand le président dit que c'est à lui de voir et qu'il est dans une posture, tout ce qu'il dit, il le tient de la Constitution. Personne ne peut lui reprocher d'utiliser avec parcimonie, beaucoup de prudence, ce droit de grâce. Le malheur est qu'aujourd'hui, il y a un acteur politique qui est dans les liens de la répression avec des infractions de droit commun. Toutes les juridictions qui ont jugé Khalifa Sall ne sont pas des juridictions politiques. Si certains pensent que la grâce présidentielle fragilise les décisions de justice, le professeur Ndiaye estime que des réformes sont nécessaires pour garantir l'impartialité de son exécution. Je pense que cette question du droit de grâce, la démocratie est un système très fragile. Et donc ce système de droit de grâce devrait être encadré. Mais comment il va être encadré? Par une modification de la Constitution ou soumettre au référendum une modification de ce droit de grâce. Mais je trouve qu'il est plus sage de confier ce droit de grâce aussi à une commission indépendante pour voir dans quelle mesure on pourrait accorder ce droit de grâce. Mais encore une fois, le fait que le président de la République dispose exclusivement de ce droit de grâce, quand il en abuse, on peut facilement basculer vers ce que le professeur Duverger appelait la monarchie républicaine. 426 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ont pu bénéficier de la grâce présidentielle à l'occasion de la Tabaski le 12 août dernier. Le président Macky Sall qui s'est exprimé donc en marge du sommet du G7 qui s'est tenu à Biarritz en France. Justement, nous restons avec ce prêt de plus de 100 milliards de francs CFA
pour justement soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique. C'est l'une des retombées de ce sommet qui a pris fin ce lundi. Le G7, donc, initiative qui sera chapeautée ou qui est chapeautée par la Banque africaine de développement. Souhaiterait donc, par ailleurs, souligner que le groupe des 7 puissances économiques annonce une aide d'urgence pour combattre les feux de forêt en Amazonie à l'heure actuelle. Hassan Gueye. C'est un grand jour pour les femmes, a réagi le président de la BAD après que le G7 a décidé d'accorder un prêt global de 251 millions de dollars, soit plus de 100 milliards de francs CFA pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique à travers l'AFAWA, l'acronyme anglais désignant Action positive pour le financement en faveur des femmes, chaperonné par la Banque africaine de développement. Clôturé ce mardi, le sommet des 7 plus grandes puissances économiques du monde était d'emblée consacré à la lutte contre les inégalités. L'initiative lancée en 2016 vise à faciliter l'accès au financement pour les femmes entrepreneuses et établit un mécanisme d'autonomisation des femmes qui n'ont entre leurs mains que 30% des petites et moyennes entreprises en Afrique. L'élan de générosité s'exprime également en faveur de la forêt amazonienne. Le G7 a affiché sa volonté de fournir une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour l'envoi d'avions bombardiers afin de combattre les feux de forêt. Outre la force aérienne, le G7 mettra en place un mécanisme d'aide à moyen terme destiné à la reforestation de l'Amazonie. Le comité d'organisation du Julie Gage de Cheikh Ahmadou Bamba à pied d'œuvre pour le succès de l'édition 2019. Un CRD s'est tenu dans ce sens ce matin à la gouvernance de Dakar. L'événement est prévu les 20 et 21 septembre prochains à Dakar. Voici Al-Hassan Sall au micro de Omar Khan et Cheikh Ougaï. Nous les avons écoutés et croyons les avoir compris. Nous allons donc engager nos services pour que la couverture sécuritaire ne souffre d'aucun manquement, pour que la couverture sanitaire soit assurée, pour que les aménagements requis soient réalisés par l'AGEROUTE en relation avec l'ONAS et l'UCG, pour que également les collectivités territoriales telles que la ville de Dakar, les communes des Parcelles Assainies, de Yoff, puissent à leur niveau apporter leur contribution. Nous faisons nôtre ces préoccupations et prendrons toutes les dispositions pour que leurs attentes ne soient pas vaines, que leurs sollicitations soient prises en charge de manière responsable, de manière rationnelle, mais surtout pour qu'au terme de la manifestation, qu'ils puissent évidemment sentir l'accompagnement de l'État. Souvenir, le 26 août 1956, Valdiodio Ndiaye prononçait son discours historique à Dakar à la veille des indépendances. Sa fille, Aminata Ndiaye Leclerc, cinéaste, souhaite faire un film documentaire pour retracer justement ces moments pendant lesquels son père était devant les porteurs de pancartes, sans oublier le procès de ce dernier. Elle est avec Ibrahim Kamara. Écoutez. Donc mon père a été condamné tout à fait injustement. Il a été question à un moment donné, dans les années 2000, de réouverture de son procès pour le réhabiliter. Finalement, les autorités ont renoncé à cela. Et je me suis dit que faire un documentaire sur ce procès-là, mais un documentaire d'auteur, je ne vais pas reproduire exactement un tribunal avec un déroulement parfait d'un procès officiel. Non, ce sera juste un témoignage, donc d'un documentaire de 52 minutes qui va revenir sur les faits et qui va amener la preuve
que Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye auraient mérité que on établisse d'une façon juridique qui sont innocents de tout ce dont on les a accusés, c'est-à-dire d'avoir tenté un coup d'État alors qu'ils avaient déjà le pouvoir. Le dossier du jour qui s'intéresse aux panneaux publicitaires, c'est à leur multiplication à Dakar est un constat. Cela n'a pas pu vous échapper. En revanche, accrochez-vous, près ou sur près de 100 panneaux publicitaires sur la corniche, seul moins d'une dizaine est autorisé. Une jungle qui, au-delà du manque à gagner, représente un réel danger pour les automobilistes, mais également pour les piétons. Barasso et Matarnger nous en disent plus. Vous l'avez sans doute constaté. Ces panneaux publicitaires poussent dans la capitale comme des champignons. Pourtant, comme tout métier, la publicité est réglementée. Seul hic, au Sénégal, les textes datent de janvier 1983. Pour se mettre à la page, les acteurs du secteur travaillent sur un nouveau code de la publicité. C'est du moins ce qu'indique Ousseynou Dieng du ministère de la Communication. Vous savez, le dernier code de la publicité date de 1983. Et tout le monde est d'accord qu'entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. C'est la raison pour laquelle, justement, nous réfléchissons sur un code de la publicité pour voir comment mettre ensemble tous les acteurs, que ce soit les médias, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, et bien sûr les collectivités territoriales, et tout ce qui touche la sécurité. Et donc, bien entendu, tous les acteurs, justement, nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'un nouveau code de la publicité. Commune de Fan.e Amitié, la multiplication des panneaux publicitaires révulse le maire. C'est une situation catastrophique. Je pèse bien mes mots, parce qu'aujourd'hui, la situation des panneaux est devenue une situation insupportable. Parce que c'est au niveau des régies que les gens font une concurrence déloyale. Sur tous ces panneaux, sur la partie de la corniche, dans sa circonscription, seuls moins de 10% sont autorisés. Vous prenez la corniche. Si vous passez par la corniche, là, c'est vraiment la catastrophe. Et j'ai eu à le dire lors de cette réunion au niveau de la préfecture. Pour l'ensemble de ces panneaux, en tout cas, moi, je suis censé être la personne qui donne des autorisations d'implantation de panneaux. Vous voyez pratiquement une centaine de panneaux. Je suis sûr que je n'ai pas donné 10 autorisations. Pourtant, avoir un panneau publicitaire en règle, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir sa société régulièrement donc inscrit au niveau des structures compétentes de l'État. Donc formuler la demande. Donc quelqu'un qui veut implanter des panneaux, il vient à la mairie pour faire la demande. Maintenant, quand vous faites la demande, on vous demande quels sont les emplacements que vous souhaitez. Donc une fois indiqué, nous on vous met un rapport avec un des techniciens, en tout cas de la mairie, pour voir réellement les emplacements. Donc, une fois que cela est fait, donc, on délivre l'autorisation. La publicité est un marché à coût de milliards au Sénégal. Mais avec la concurrence déloyale, ces panneaux sont devenus une vraie source d'insécurité. Ces panneaux ont déjà cédé sous le vent. Au passage d'un véhicule ou même de piétons, le pire pourrait se produire. L'invité du lundi, le docteur Oumar Ba, bonsoir. Bonsoir, Khalid. Vous êtes le pilote du programme national de lutte contre le tabac, le PNLT, programme national de lutte contre le tabac. Oui. Et l'occasion aujourd'hui nous est offerte de parler de cette nouveauté. Il s'agit de ce pictogramme que nous pouvons découvrir à l'image. Pictogramme de sensibilisation ou encore de dissuasion, si l'on peut dire, pour les fumeurs. Oui, mais bonsoir Khalifa, bonsoir. Je veux bien qu'on nous fasse découvrir le pictogramme à l'antenne pour que les Sénégalais puissent se rendre compte
À quel point est-ce que c'est fort? Nous aurons l'image peut-être dans quelques instants avec la régie. Mais d'abord, parler de cette campagne, qu'est-ce qui a suscité le choix de cette image que nous pouvons voir à l'antenne? Bon, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir Khalifa, merci donc pour l'invitation. Je pense effectivement aujourd'hui on est le 26 août, c'est une date qui est extrêmement importante dans la lutte contre le tabac au Sénégal, parce que c'est le moment de changer l'emballage, c'est-à-dire l'emballage des paquets de tabac qui étaient en circulation au Sénégal. Depuis l'adoption de la loi, vous savez que c'est la 3e rotation. Nous avions déjà fait une première image donc, qui a duré pendant 12 mois. Avec une personne âgée. Avec une personne âgée. Et puis après, en 2018, après, on a remis une autre image avec une personne qui faisait une crise cardiaque. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, elle est encore sur le marché. Et là, nous sommes dans c'est la 3e rotation. Donc, une nouvelle image qui va donc être sur le marché avec le nouveau paquet de cigarettes. Justement, c'est assez fort l'image que vous avez choisie, mais pour parler aussi du tabac passif, qui est tout aussi dangereux. Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que l'image que nous avons, bon, vous allez peut-être la montrer au niveau à la télé, c'est une image qui montre en fait un nouveau-né qui est en détresse respiratoire. Et cela veut dire tout simplement que le tabac, ce n'est pas seulement le fumeur qui en subit les conséquences, mais il y a aussi d'autres personnes qu'on appelle les dommages collatéraux, malheureusement, du tabac. C'est-à-dire le tabac, non seulement ça nuit à la personne qui fume, mais ça nuit aussi aux autres, à l'environnement. D'où l'interdiction de fumer dans le lieu public, et notamment pour protéger les gens contre l'exposition du tabac, à la fumée du tabac. Et le nouveau-né que vous avez vu, c'est un nouveau-né effectivement qui est victime du tabagisme. Non, c'est le tabagisme maternel. D'abord, oui. C'est le tabagisme maternel, parce que le tabac chez une femme en grossesse... C'est qu'on a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes fument au Sénégal. Oui, c'est pour ça que nous, on montre que les gens, souvent quand on parle de tabac, on pense à des personnes adultes. Non, mais on voit des hommes tout court. Les hommes, mais les femmes fument, mais aussi les enfants sont victimes du tabagisme des parents. Dès avant la conception, c'est déjà une femme qui fume, je le rappelle, c'est la stérilité, c'est des avortements, c'est des accouchements prématurés, ou des enfants qui naissent avec ce petit poids de naissance, avec un tableau de détresse respiratoire, donc des enfants qu'il faut prendre en charge à l'hôpital très très tôt. Ou alors c'est des enfants qui seront toujours à l'hôpital ou en milieu pédiatrique, parce que c'est des enfants qui seront toujours malades. Donc c'est pour vous dire que le tabac, c'est pas seulement la personne, ces images, ces emballages-là, c'est pour juste rappeler aux citoyens sénégalais la réalité que le tabac crée chez les personnes. Mais justement, quel en est l'impact? Est-ce que vous avez pu évaluer le premier pictogramme, l'effet du premier pictogramme que vous aviez mis sur les paquets? Oui, c'est-à-dire quand on a mis la première fois quand le Sénégal on a mis en place ces images-là, nous avons mené une enquête derrière pour voir un peu l'opinion, c'est une enquête d'opinion. Pour voir un peu comment les Sénégalais ont accueilli cette image-là, mais l'enquête elle a montré que les gens ont approuvé. Approuvé parce que pourquoi? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de nos concitoyens ne lisent pas forcément. Ils ont approuvé très bien, mais quel en est l'impact? Oui, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que... Au niveau des chiffres, je voudrais des chiffres. Non, on n'a pas encore fait les chiffres, parce que quand vous menez... la dernière enquête que nous avons faite au Sénégal, elle date de 2015. C'est celle qui est l'enquête nationale qui a montré la prévalence du tabac au Sénégal. C'est à la suite de cette enquête que nous avons déroulé ce programme de sensibilisation
et aussi de prise en charge de cette problématique, parce que le tabac, c'est transversal, c'est pas seulement la santé, c'est tous les secteurs qui sont impliqués. Tout à fait. Alors, donc, on a fait une enquête, et l'enquête a montré effectivement que globalement, les gens accueillis favorablement, et ils ont trouvé que c'était pertinent. Il faut les choquer pour les amener à arrêter de fumer. Oui, c'est-à-dire que parce que les gens ne lisent pas. Avant, il y avait des messages, c'était des messages qui étaient complètement erronés, habits dangereux, etc. Donc, on a enlevé tout ça. On a mis, parce que ceux qui ne lisent pas quand ils voient une image comme ça, mais ça doit frapper, logiquement ça doit frapper, parce que c'est des images qui ont été conçues, qui appartiennent à c'est de la propriété de l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis ça à la disposition du secrétaire de la Convention cadre pour les États. Donc c'est des études qui ont montré que ces images-là, ça parle. C'est des gens qui ont été victimes du tabac, qui ont dit que leur mort doit servir à quelque chose. Tout à fait. Et qu'ils ont été malades ou ils sont morts du fait du tabac, au moins qu'ils avertissent les autres. En disant à la personne que quand tu continues d'utiliser le tabac, voilà ce qui t'attend. Donc voilà en fait le sens des messages. Et en mettant aussi un enfant au nouveau-né, mais c'est pour juste aussi montrer que c'est une réalité. Très bien. Alors là, c'est une dissuasion, disons, visuelle. Et, il y a eu la dernière fois au niveau du prix, une légère hausse du prix du tabac. Est-ce que cette décision a impacté justement les fumeurs, le taux de personnes qui fument au Sénégal? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative, est-ce que ça a un impact? Parce qu'il faut savoir, ce qui est sûr, c'est que dans tous les pays du monde où on a augmenté le prix du tabac, la consommation a chuté. Ça, c'est lié. Dès que les prix augmentent, la consommation elle chute. Mais vous ne pouvez pas me dire si au Sénégal, cet effet non. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire parce qu'il faut savoir que la taxe, ce qui a été augmenté au niveau du Sénégal, effectivement, le tabac, on a augmenté le prix. Mais il faut savoir que dans le tabac, il y a plusieurs types de taxes. Et la taxe la plus importante, c'est ce qu'on appelle la taxe spécifique, c'est-à-dire c'est la taxe qui est répercutée jusque sur le consommateur. Là encore, il y a de la marche, il y a des choses à faire. Il y a eu une directive de la CEDEAO qui demande à ce que les gens taxent le maximum le tabac et que ça puisse être répercuté chez le consommateur. Mais tant que la taxe n'est pas répercutée chez le consommateur, la résilience du tabac fait que les fabricants ils diminuent leurs bénéfices pour que le prix ne bouge pas beaucoup. Et même cette taxe qui a fait que le tabac a augmenté, il a fallu que les autorités prennent la décision et disent qu'il n'est pas question de faire jouer la résilience du tabac par rapport au prix. Justement, quelle est votre marge de manœuvre? Est-ce que vous avez les coudées franches dans cette lutte, surtout face aux industries du tabac, dont on connaît la puissance au Sénégal? Vous savez, d'ailleurs. Vous savez, le Sénégal a pris en 2014, c'est une volonté politique qui a fait que nous avons eu cette loi. Et cette loi a été votée par notre Parlement avec l'appui de tous les secteurs, la société civile, l'État. Il y a une volonté au plus haut niveau, une volonté politique du Monsieur le Président de la République. La loi a été votée, elle a été promulguée et nous sommes en train de l'appliquer. Mais ce que nous voudrons aussi profiter pour dire, c'est que cette loi n'est pas une loi du ministère de la Santé. C'est une loi nationale qui a des impacts extrêmement importants pour nous. Parce que c'est quoi le préambule de la loi, c'est protéger les générations actuelles et les générations futures. Parce que le tabac tue. Le tabac détruit l'économie des populations, des pays. Le tabac tue les gens qui sont actifs, économiquement productifs. Mais comment vous arrivez à évaluer vos campagnes, vos différentes campagnes, si vous ne détenez pas les chiffres? Comment vous pouvez jauger le succès ou pas de ces campagnes? Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que nous avons... Vous avez les chiffres, mais vous ne les avez pas. Les chiffres, c'est-à-dire que le tabac c'est transversal. Il y a des aspects qui ne sont pas gérés par le ministère de la Santé. C'est des aspects qui sont gérés par le ministère du Budget, par le ministère des Finances, etc. Donc ce n'est pas au niveau de notre secteur que nous évaluons les rentrées, les taxes. Autrement dit, difficile de combattre le tabac? Non, là, ça a toujours été difficile de combattre le tabac. Mais au moins au Sénégal aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une volonté au niveau de tous les secteurs, de tous les ministères. Nous interagissons aussi bien avec... Mais les forces sont dispersées, c'est ce que vous êtes en train de dire, ce qui rend inefficace
la lutte, en gros. Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs segments. Il y a plusieurs segments qui interviennent. Je vous explique. Quand vous parlez de répression de l'interdiction de fumer, par exemple, dans les lieux publics, de la répression pour les gens, quand la sanction, ça c'est le ministère de l'Intérieur. C'est les forces de défense et sécurité qui doivent exécuter cette partie qui est la leur. Quand il s'agit, par exemple, de s'occuper des taxes, des droits d'assises, des taxes d'assises et d'augmenter, ça, il y a un ministère qui s'occupe de cela. Quand il s'agit de contrôler, est-ce que les paquets sont conformes aux avertissements par rapport à ce que nous avons dit, c'est le ministère de la Santé en rapport avec le ministère, c'est-à-dire que le ministère du Commerce. Chaque ministère a un rôle. Donc c'est pas gagné. Non, 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 c'est un combat continu. Ce combat ne sera jamais gagné tant que il y aura des fumeurs. Il sera gagné lorsque nous aurons fait des études qui vont montrer qu'il y a un nombre de fumeurs qui est en train de baisser, qu'il y aura moins d'enfants qui fument, etc. En ce moment, nous pouvons. Mais pour le moment, il faut savoir que nous sommes au début d'un processus qui demande un changement de comportement de tout un chacun. Aussi justement, il y a une hausse du prix du tabac, il y a les cryptogrammes sur les paquets pour dissuader les fumeurs, mais on constate dans les boutiques que les présentoirs sont de plus en plus sophistiqués. Oui, les pictogrammes... Est-ce qu'il ne faudrait pas justement légiférer là-dessus? Que le tabac soit rangé dans des tiroirs et vendu à des adultes? Non, il y a mieux. La loi prévoit qu'on doit sortir le tabac des boutiques. Nous en sommes là aujourd'hui. C'est-à-dire que la mise en œuvre d'une loi, c'est un processus... Les présentoirs sont de plus en plus modernes. Entrer dans n'importe quelle boutique dans le quartier. Oui, mais la loi a prévu qu'on vende le tabac dans des débits. Et nous sommes actuellement à cette phase-là, c'est-à-dire comment sortir le tabac chez les buralistes, dans les bureaux de tabac, carrément, comme en Europe. Exactement, c'est-à-dire ne seront vendus dans ces boutiques-là que le tabac. Et effectivement, il n'y aura pas d'enseignes publicitaires, il n'y aura rien du tout, il y aura on ne pourra pas exposer n'importe comment. Donc effectivement, ce sera dans des tiroirs et quand on a besoin, on récupère. Voilà comment ça se passe. Mais aujourd'hui, nous, notre priorité aujourd'hui, effectivement, c'est comment faire pour augmenter la taxe pour que le tabac soit moins accessible parce que ce sont les jeunes qui sont les plus la cible aujourd'hui des fabricants de tabac, ce sont les jeunes. Est-ce qu'on peut envisager le schéma actuel en Europe, par exemple en France, où l'augmentation, la hausse est progressive, et quelques centimes d'euros chaque année? Non, le tabac aujourd'hui, le paquet, il a 10 euros en France. Les gens, ils achètent du tabac dans les pays comme le Sénégal, ils l'amènent par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une marge. C'était un processus, c'est parti de 5 à 10 euros, mais ça, c'était un processus. Oui, c'est-à-dire que je suis entièrement... Est-ce que c'est envisageable chez nous? Non, c'est tout à fait. Non seulement c'est envisageable, mais il y a une réserve. Il y a une réserve financière extrêmement importante parce qu'en augmentant les taxes sur le produit du tabac, ça fait des recettes pour l'État, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons en termes, c'est 3 fois rien du tout. Mais en même temps, ça permet d'avoir des résultats sur le plan sanitaire. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, mais en même temps, on décourage les gens, les potentiels futurs fumeurs. Donc, on fait que les gens, ceux qui vont dépenser vont arrêter, mais aussi ceux qui voulaient acheter, ils ne vont plus être tentés. Donc, c'est tout un système. Donc, on a ce défi-là. L'autre, c'est comment sortir effectivement le tabac des boutiques pour qu'il ne soit vendu que dans des boutiques dédiées, des débits de tabac, des buralistes. Ce combat n'est pas gagné. Il y a un autre phénomène qui fait surface, c'est le narguilé, l'évasion du narguilé, ce qu'on appelle vulgairement le chicha. Et on voit que cela fait des ravages, surtout chez les jeunes. Qu'est-ce que vous faites en tant que programme de lutte contre le tabac, contre ce narguilé? Oui, c'est-à-dire que déjà, la loi interdit l'usage du narguilé déjà, de façon claire, c'est-à-dire pourquoi? Donc dans la loi du Sénégal, tout produit de tabac qui est mentholé, ou en tout cas avec des arômes, c'est interdit. Or, le narguilé dont vous parlez, par définition, c'est du tabac masqué. Donc c'est interdit. Mais c'est interdit. Donc aujourd'hui, on en voit partout, dans les bars, mais c'est pour ça que le ministère... À la plage. Le ministère, on est en train de travailler avec les ministères concernés, le ministère du Commerce, les gens sont en train de ils ont procédé à beaucoup de saisies.
Ils sont en train de procéder, mais il y a aussi même encore d'autres choses qui vont être faites. Pourquoi? Parce que c'est un véritable fléau, comme vous le dites. Oui. Les jeunes s'adonnent de plus en plus à cela. Et beaucoup pensent que ce tabac-là, il est moins nocif, alors que c'est pire. Parce qu'une séance de narguilé... Surtout que c'est à la mode. Non, mais vous savez qu'une séance de narguilé, c'est 2 paquets demi-fumés. Tout à fait. Donc, c'est à la limite, c'est une catastrophe. Plus dangereux. Mais c'est plus que c'est pire. En effet, nous sommes pris par le temps. Juste terminer sur l'aide au sevrage. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux fumeurs sénégalais qui ont envie d'arrêter? Quel dispositif vous avez mis en place pour ça? C'est une très bonne question. Parce que nous avons mis en place un numéro vert. Ce numéro vert, il est pratiquement sur les paquets. Nous allons le dire à l'antenne. C'est le 800, si vous voulez arrêter de fumer, appelez le 800 00 50 50 pour arrêter de fumer. 800 00 50 et 50. Voilà, et le numéro vert. Si les gens ils appellent, ils auront toutes les informations utiles pour être accompagnés et pour sortir définitivement de ce cercle de Docteur Oumar Ba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordonnateur du PNLT, le programme national de lutte contre le tabac. C'est dans le cadre donc de cette campagne de lutte contre le tabagisme passif, mais actif également, avec le nouveau pictogramme, une représentation d'un nouveau-né qui souffre de problèmes respiratoires. Exactement. Vous voyez quels dégâts est-ce que le tabac peut nous causer, à vous qui fumez et à vos proches. Donc attention au tabac, arrêtez de fumer, appelez le 800 00 50 50. Excellente soirée sur ITV. Demain, retrouvez Mamoudi Barakan à 19h45 et puis à 23h, Jukib Khibari avec Baba Ndiaye. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.